Ravi d'être là aujourd'hui. Merci Thomas pour l'invitation et merci à vous d'être présent et présente aujourd'hui. Donc moi je me présente, je suis Cédric Tétan, je suis un des 3 cofondateurs et CEO de Promise. Promise, on est un éditeur de logiciel qui est basé à Bordeaux, qui existons depuis maintenant 6 ans. Donc on est voilà, une startup qui a un petit peu d'âge. Néanmoins, le sujet dont on discute aujourd'hui, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille exclusivement depuis 2 ans. Donc, en fait, il faut considérer qu'on a eu une première vie avec un premier produit chez Promise. Et début 2020, on a décidé voilà, de changer radicalement d'approche et de positionnement et de produit et de problématiques à laquelle on répond. Et donc, voilà, moi, je considère maintenant que la startup a plutôt 2 ans. Et le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est essentiellement autour du partage de connaissances et de bonnes pratiques et comment est-ce qu'on peut aider des équipes, des organisations à mieux capitaliser sur les connaissances, à mieux faire monter en compétence leur équipe. Voilà. Et donc, c'est ce genre de sujet dont on a eu déjà l'occasion de discuter avec Thomas lors du dernier Devox. Et c'est le sujet principal qu'on va aborder aujourd'hui. J'en profite, bon, s'il y a besoin, après, vous avez mes coordonnées. On publie pas mal de contenu voilà, sur nos blogs, sur nos réseaux aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre si ça vous intéresse. Alors, avant de parler vraiment de tout ce qui concerne le partage de bonnes pratiques, essayons de comprendre un petit peu pourquoi c'est important ces sujets-là. Donc, ça peut paraître évident, mais j'aime bien aussi donner comment dire, quelques données un petit peu plus en amont. Et j'aime bien aussi parler d'Accelerate. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous êtes familier, si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, Accelerate, c'est issu d'une étude qui a été réalisée par le DORA, DevOps Research and Assessment, qui est depuis 2019, je crois, rattaché à Google. En fait, ce qu'a fait ce groupe d'études, c'est qu'ils ont ils ont analysé, en fait, et étudié beaucoup d'entreprises IT à travers le monde. Je crois qu'il y en a plus de 2000, 3000, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait, en fait, que l'entreprise était performante en termes de delivery. Donc, ça veut dire pouvoir livrer régulièrement de la valeur et s'assurer que que cette valeur elle soit qualitative, quoi. C'est pas juste de mettre en prod tous les jours. Faut pas que ça génère trop de bugs. Faut que ce soit plutôt bien fait. Donc, en fait, on se rend compte que l'excellence en termes de performance, dans ce contexte, on peut se dire que voilà, si on est assez confiant pour mettre en prod plusieurs fois par jour des logiciels qui génèrent peu de bugs, on n'est pas trop mal. Et ce qui est sorti de cette étude, c'est ce qui s'appelle les Forky Metrics. Donc, je ne sais pas si par exemple vous avez entendu, mais je vous en parle parce que c'est un sujet. Ce livre est sorti en 2019, je crois. Ça fait donc 3 ans, mais mine de rien, il commence à prendre pas mal de place dans les organisations à travers le monde, même en France. Voilà, on connaît quelques entreprises, quelques clients notamment qui sont sensibilisés à ça. Et ces Forky Metrics, c'est celles que vous voyez ici, c'est celles qui sont listées donc, en vert et bleu. Juste pour info, voilà, donc il y a la première qui est le deployment frequency, donc à quelle fréquence vous mettez en prod, ce qu'on appelle le lead time for change, le temps nécessaire pour, en gros, passer d'un commit à sa mise en prod, c'est-à-dire c'est vraiment le temps de livraison de valeur. Et puis ensuite, le temps nécessaire pour restaurer un service s'il y a un problème et le pourcentage de changements qui introduisent des bugs, quoi. Donc si vous faites une livraison par jour et sur 100 jours, vous avez généré un seul bug, on considère, voilà, vous avez en gros 1% de change failure, ce genre de choses. Et donc ensuite, ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est définir, voilà, sur la droite du tableau, ce qu'ils appellent des niveaux, quoi. Donc pas le niveau élite, c'est le top, voilà. C'est-à-dire qu'on met à jour plusieurs fois par jour à la demande, c'est facile, c'est automatisé, c'est fluide. Il n'y a pas quelqu'un qui build l'application sur sa machine et les mises en prod être vraiment différent. Et il y a des contextes où, en fait, avoir du continuous delivery avec des livraisons quotidiennes, c'est pas forcément pertinent. Donc, franchement, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas mal d'entreprises, en fait, utilisent cette grille pour se dire où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on pourrait aller, quoi. Voilà. Et donc, forcément, ça encourage, tout l'esprit accéléré va vachement encourager derrière la promotion de la culture DevOps dans les entreprises. Et donc, au-delà de ces Forkymetrics, en fait, ce que propose le DORA, à travers des rapports qu'ils mettent à jour chaque année, donc c'est le DevOps Research and Assessment voilà, report, quelque chose comme ça, euh, où en fait, ce qu'ils font chaque année, c'est qu'ils mettent à jour avec des nouvelles données, et notamment, ce qu'ils mettent à jour, c'est un catalogue qu'on appelle des capabilities.
Donc ça, si vous allez sur le site du Dora, en tapant Dora Google, sinon vous allez être spammé de notre petite héroïne de dessin animé, vous allez en fait avoir un catalogue de ce qu'ils appellent donc des capacités, capabilities, voilà, qui sont finalement des pratiques, des propriétés en termes d'organisation, de culture, d'état d'esprit, de pratiques d'ingénierie, qu'on retrouve finalement chez les entreprises qui sont plutôt bien positionnées en termes de Forky Metrics. Ok. Et il y en a une qui est intéressante, c'est la learning culture. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans le sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire, c'est cette learning culture, en fait, c'est la capacité qu'a une organisation à mettre en place un environnement, un terreau, des moyens, des ressources pour que des gens, en fait, puissent apprendre, puissent se former en continu, puissent tenter des choses, échouer et apprendre de ça. Sans risque, quoi. Et donc, ça veut dire apprendre, apprendre des autres, apprendre de la connaissance qui vient en dehors de l'organisation. Voilà. Bref, tout ça, c'est ça ce qu'on appelle la learning culture. Et donc, si typiquement vous avez quelques heures par semaine, par mois qui vous sont allouées, où vous pouvez en fait apprendre des choses en dehors de ce que vous faites au quotidien, tout ça, ça fait partie aussi de la mise en place de cette acculturation et de cette montée en compétences progressive. Et récemment, il y a une nouvelle capacité qui a été mise en place, qui est la code maintainability. Donc, c'est aussi celle-ci met un peu en avant la capacité qu'ont des équipes à pouvoir facilement accéder, réutiliser pardon, des morceaux de code source qui viennent d'autres projets et la capacité plus généralement en fait à maintenir, avoir une bonne maintenance du code et à pouvoir en fait livrer facilement, souvent, de la valeur, quoi. Il y a d'autres pratiques, hein, tout ce qui est intégration continue, trunk-based development, ça rentre un petit peu là-dedans, quoi. Voilà. Et en fait, ce qu'on se rend compte, notamment avec tout ce qui concerne le software craftsmanship, ce genre de choses, toutes ces approches-là, en fait, ont quand même pour vocation à produire des logiciels plus souvent et de meilleure qualité. Quand je dis plus souvent, je parle vraiment en termes de delivery, hein. Et en fait, l'idée ici, le point que je veux mettre en avant, c'est que cette learning culture, c'est vraiment un point qui est crucial dans une organisation. Si on veut progresser sur la manière dont on développe des logiciels, dont on monte en compétences ensemble, tout ça, en fait, ce sont des choses qui s'apprennent, pardon, et qui se transmettent. Donc cette learning culture, c'est vraiment c'est le point central, quoi. C'est de se dire, c'est une capacité qui va servir l'objectif de délivrer régulièrement de la valeur. Donc, ce partage de connaissances dans une organisation, comme ça peut être le cas chez Softeam, comment ça se traduit? Alors, déjà, il faut prendre un petit peu de recul aussi par rapport à ça et faire un constat. C'est que finalement, dans une entreprise, et même au sein d'une équipe, hein, généralement, les personnes ont toutes des expériences différentes, des formations différentes. Et donc, on se rend compte qu'on a tout un ensemble de compétences qui sont très hétérogènes. Vous avez des personnes plus ou moins seniors, des gens qui peut-être viennent juste d'arriver, qui sortent tout juste de formation. Des formations, il y en a pléthore aujourd'hui. On peut s'être formé en quelques mois à travers une école de reconversion. On peut avoir fait des études plus classiques en 5 ans. Du coup, on n'a pas forcément le même bagage. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est une richesse qui est hyper intéressante. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans notre secteur, on a tellement de choses, tellement de domaines, tellement de techno, tellement de pratiques que c'est compliqué de suivre, d'être vraiment, d'avoir une connaissance des bonnes pratiques à suivre dans tel ou tel domaine. Si vous prenez des langages de programmation, vous avez, je pense, respectivement des domaines de compétences où vous êtes plus à l'aise. Il y a d'autres langages peut-être où vous avez moins de compétences, ce qu'on appelle des domaines d'incompétence. C'est pas péjoratif, hein, domaine d'incompétence, c'est juste se dire, effectivement, moi, par exemple, moi, à titre personnel, en tout ce qui est CSS, c'est pas trop mon truc, j'ai pas un grand domaine d'expertise, quoi. Voilà. Par contre, dans mon équipe, j'ai des gens qui ont de l'expertise. Et l'enjeu, c'est de se dire comment moi, je pourrais monter en compétence sur le CSS et est-ce que je pourrais bénéficier de l'expertise d'autres personnes dans mon équipe pour monter en compétence. Et donc, c'est se dire qu'on est dans un secteur où en plus tous les sujets évoluent très régulièrement, les tendances, les principes d'architecture, etc. Il y a tout le temps un peu des choses nouvelles et qui se renouvellent et qui arrivent dans les organisations. Et donc, voilà, nous, en tant qu'individus, c'est compliqué de tout connaître. Par contre, il y a des gens dans l'entreprise qui ont cette information. Voilà. Un peu comme la question d'avant par rapport à la GED. Voilà, fine de rien, c'est ce genre de choses, quoi. On a des gens qui ont des connaissances sur ces sujets. Comment est-ce qu'on vient tirer parti de ça? Le problème, quand on a aussi des domaines d'incompétence, comme moi, ça peut être le cas avec du CSS, c'est que si je suis amené à travailler sur du CSS, j'ai un risque. Il y a un risque
qui est présent, qui est assez fort, mine de rien, que j'introduise des défauts de conception ou de la complexité accidentelle dans le code. Cette complexité accidentelle, ça veut dire, voilà, on pourrait comparer ça à une forme de dette technique, mais bon, c'est des termes qui ont tellement de définitions que je ne veux pas forcément trop rentrer là-dedans, mais c'est plus de dire, voilà, en pensant faire quelque chose de bien, bah, j'ai pas forcément connaissance des bonnes pratiques CSS et peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'est pas forcément génial. Et le problème de ça, c'est que bah, quelqu'un après qui va repasser sur mon code va devoir bah, déjà passer un peu de temps à comprendre ce que moi j'ai voulu faire parce que c'est une manière de faire qui pour elle est un peu nouvelle. Voilà, je n'ai jamais vu cette manière de faire, donc voilà, c'est pas très propre, il faut que je me la réapproprie et puis sûrement je vais corriger ça. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait en termes de rework. Et ça, bah, aujourd'hui, même si c'est toujours, voilà, faut prendre ces chiffres toujours avec des pincettes, hein, mais deux études un peu similaires à 3 ans d'intervalle ont un peu cet ordre de grandeur similaire de 40% du temps en tant que développeur, développeuse qu'on passe à retravailler le code, à le maintenir, à corriger des petits problèmes de dette technique, ce genre de choses, avant vraiment de travailler sur la feature en tant que telle, enfin, en tout cas de la valeur ajoutée pour on va dire pour le client final, même si l'entretien du code, ça fait partie de l'entretien de la valeur aussi, hein, j'estime. Mais de se dire finalement, une partie de ces 40%, ça peut être des défauts de conception et ça peut être une mauvaise application des bonnes pratiques parce qu'elles n'ont pas été connues, quoi. Et donc là, l'objectif, c'est de se dire comment est-ce que je pourrais faire, comment est-ce que j'aurais pu éviter ça et comment est-ce que j'aurais pu faire en sorte que tout le monde dans l'équipe ou dans mon entreprise puisse avoir la connaissance des bonnes pratiques. Donc ça, pour se dire comment est-ce que je peux apprendre des autres, moi en tant que développeur, par exemple chez Softeam. Donc ça, il y a pas mal de formats qui existent. On a d'ailleurs écrit un livre blanc sur le sujet qui est disponible sur notre site si jamais ça vous intéresse. Donc il y a vraiment des aspects qui sont organisationnels, comme par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, voilà, des formats BBL, Meetup, ça peut être d'aller à des conférences, ça peut être d'avoir une librairie, une bibliothèque partagée où on met à disposition de tout le monde plein de livres qui peuvent être intéressants, on peut les emprunter, etc. Et puis, il y a des pratiques d'ingénierie au quotidien, comme tout ce qui est mob programming, la revue de code, etc. Les communautés de pratique aussi, par exemple, sur les communautés de pratique React ou JavaScript qui ont une thématique précise. Ça, ce sont des choses qu'on voit régulièrement. Ça, ce sont tout un ensemble de formats, de pratiques qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui pour soi-même monter en compétences et apprendre des autres personnes dans l'entreprise ou parfois voilà, d'autres personnes extérieures qui vont venir, par exemple, comme bientôt, quelqu'un de chez MongoDB qui va venir, vous allez apprendre des choses. Voilà. Ça fait partie du mécanisme de montée en compétences aussi. Donc, il y a toutes ces approches-là qui nous permettent voilà, d'essayer de grappiller de l'information pour acquérir tout un ensemble de bonnes pratiques qui vont nous aider au quotidien. Néanmoins, il y a toujours des choses qu'on a observées, hein. Typiquement, voilà, je fais du mob programming, je fais une communauté de pratique. Si je prends l'exemple du mob programming, on développe en équipe, c'est bien, on se transmet des choses. Néanmoins, imaginez quelqu'un n'était pas là, ou il y a une autre équipe qui travaille sur les mêmes sujets techniques que vous. Ils sont pas là aussi pour en profiter, ils savent pas vraiment ce que vous avez fait, ce qui s'est dit. Et il y a toujours, en fait, ça c'est quelque chose qu'on a constaté chez Promise, toujours des choses qu'on peut améliorer sur la capitalisation, sur le fait de pérenniser des connaissances et des bonnes pratiques qui souvent sont expliquées, transmises de manière informelle. Ce qui est bien, mais des fois, ça peut avoir aussi quelques risques. Et on verra juste après pourquoi. Il y a une thématique qui est assez dans l'air du temps, qui s'appelle l'inner source. Alors, je voulais vous en parler parce que peut-être que vous serez amené, enfin, c'est pas tout neuf, hein, c'est pas 2022, mais nous, c'est des sujets dont on a entendu parler, notamment au dernier Devox, on connaissait pas forcément trop. Et en fait, l'inner source, ça fait partie de ces modèles qui permettent aussi facilement de pouvoir apprendre des autres et de pouvoir capitaliser sur les connaissances dans une entreprise. L'approche de base sur les modèles inner source, en fait, c'est de se dire c'est comme l'open source, que vous connaissez certainement, mais appliqué en fait à une entreprise. C'est-à-dire que la connaissance, elle sort pas de l'entreprise. Et donc, c'est toute une approche où on va avoir
bien souvent des projets sur GitHub, GitLab, enfin ce que vous voulez, hein, votre dépôt de code, sauf qu'il va être accessible à tout le monde. Donc demain, vous avez à développer, je sais pas moi, une librairie qui gère l'authentification à un service Google G Suite, par exemple. Il y a un projet qui le fait. Plutôt que de le garder pour soi, va le mettre à disposition de la communauté, va faire en sorte que ce soit visible, accessible, va pouvoir accepter des contributions s'il y a un projet qui utilise cette lib-là et qui l'a fait évoluer. Voilà, tout ça, c'est toute une démarche, une organisation pour pouvoir centraliser et capitaliser un peu sur des pratiques de développement et sur des projets internes, sur du code source, etc. Et ça, ce sont des choses aussi qui peuvent très bien s'appliquer à tout un ensemble de connaissances. C'est-à-dire que là, je parle d'un projet, voilà, une lib, par exemple, de connexion d'autante, mais ça peut très bien être des best practices sur l'utilisation d'un framework comme React, voilà, qu'on a mis en place dans une équipe. Bah, ça, c'est pareil, c'est sûrement des choses que d'autres équipes ont à gérer, et c'est sûrement des choses qui peuvent être intéressantes aussi pour d'autres équipes. Donc l'inner source, c'est une démarche globale où on se dit, voilà, ce qu'on fait, on va essayer voilà, de le rendre accessible et d'avoir une démarche de faire vivre ces projets communautaires. Ces projets communautaires pouvaient être voilà, de différentes natures, du code source, de la documentation, ce que vous voulez. Et donc ça, forcément, bah, en termes de learning culture, c'est un point qui est vachement intéressant, puisque ça crée un terreau favorable pour que bah, on puisse se former grâce à de la connaissance qui vient de notre propre organisation. Et c'est souvent un problème avec les bonnes pratiques. C'est des bonnes pratiques, il y en a plein, et forcément, ce que vous avez pu mettre en place sur un projet dans un autre contexte, c'est pas forcément pertinent pour le contexte actuel. Et au sein d'une organisation, bah, on aime bien aussi quand même des fois uniformiser les choses et avoir accès, enfin, avoir une certaine uniformité dans les pratiques de développement. Donc, parfois, une bonne pratique dans un contexte n'est pas forcément dans l'autre, et des fois, c'est préférable aussi d'aller chercher l'information d'abord en interne chez nous, parce que probablement, voilà, on va retrouver cette méthode dans différents projets, et même au sein d'une organisation, on est amené à changer de projet, changer d'équipe, et donc c'est important aussi d'avoir certains standards à ce niveau-là, quoi. Certaines pratiques de développement, comme je disais avant, si je prends l'exemple de la revue de code, je parlais du mob programming en disant, bah, en fait, quand on discute entre nous, on n'en laisse pas beaucoup de traces, c'est un peu dommage. Bah, c'est un peu pareil avec les revues de code, je fais un petit focus là-dessus, parce que nous, c'est un écueil qu'on a souvent observé, peut-être que ça parle aussi à certaines personnes ici. Quand on fait des revues de code à travers une pull request ou une merge request, en fait, souvent, on est amené à mettre des commentaires, à expliquer des choses, à discuter de bonnes pratiques. Et en fait, c'est dommage parce que bah, déjà, souvent, ça reste des conversations qui concernent deux personnes, généralement. Bon, parfois, il y a deux ou trois reviewers, mais souvent, on a un reviewer et une personne qui soumet le code. Et c'est des discussions voilà, qui restent entre elles. Et puis finalement, une fois qu'on a fini la revue de code, bah, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment capitalisé sur ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que potentiellement, moi, je fais une revue, 2 heures après, je vais être amené à faire une autre revue avec une autre personne, et je vais être amené peut-être à expliquer les mêmes choses. Et ça peut me donner l'impression, pas de perdre mon temps, mais d'être un peu fatigué de ces effets de répétition, en me disant, j'ai l'impression toujours de répéter les mêmes concepts, les bonnes pratiques, comme si ça avait du mal à rentrer dans la tête des gens. Et puis demain, j'ai d'autres personnes qui vont arriver, je vais avoir le même travail à faire, etc. Et puis des fois, on essaie d'aborder certains sujets plus de fond, en fait, mais finalement, une revue de code, quand on est que 2 personnes, c'est pas forcément le bon moment. Si on est 10 développeurs et développeuses dans l'équipe, finalement, c'est pas à 2 personnes qu'on va prendre des décisions techniques sur les bonnes pratiques à suivre sur l'ensemble du projet. Il faudrait que tout le monde soit là, quoi. Et donc là, pour le coup, le mob programming a une réponse, mais bon, c'est pas toujours le cas, quoi. Donc il y a toujours aussi sur les revues de code, ce petit truc perfectible qui est de se dire comment est-ce que je peux aller un petit peu plus loin sur ma logique de capitalisation des connaissances pour servir la démarche d'inner source et pour servir derrière la learning culture et mes métriques accélérées derrière. Le turnover, c'est un point important, ce que je disais par rapport au mob programming. Donc c'est bien d'avoir de la connaissance informelle qui circule dans l'équipe, etc. Euh, voilà. L'équipe d'à côté, on ne travaille pas ensemble au quotidien, donc on n'a pas forcément d'interaction sur les échanges, et donc enfin, sur nos bonnes pratiques. Bon, sauf peut-être par-ci par-là la machine à café, mais c'est pas forcément ultra efficient. Du coup,
Du coup, là, on a quand même un risque là-dedans, c'est qu'on est quand même dans un secteur où il y a beaucoup de turnover. Si on était dans un secteur où les gens restent en poste toute la vie, on se dit, bon, bah, au pire, même si on n'a pas de solution pour pérenniser les connaissances, c'est pas forcément très grave, puisque de manière, les gens, ils restent 15-20 ans dans l'entreprise, et donc, même si c'est informel, il y aura toujours quelqu'un qui connaît les bonnes pratiques, etc., quoi. Ça, aujourd'hui, ben, c'est compliqué chez nous parce qu'on est dans un secteur où il y a un des plus forts taux de turnover et on sait que ça peut prendre plusieurs mois à une nouvelle personne qui rejoint une équipe tech pour pouvoir se former et vraiment atteindre son summum de productivité. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu compliqué à mesurer, mais voilà, je pense peut-être ça vous parle en vous disant que quand vous avez rejoint par exemple Softeam, vous avez mis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour vous sentir vraiment à l'aise, avoir connaissance des bonnes pratiques à suivre, etc., quoi. Et donc ça, c'est un sujet hyper intéressant, enfin, hyper important, l'onboarding, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent pas vraiment sur cette démarche d'onboarding. Je donne juste quelques infos parce qu'on a fait le mois dernier un webinaire sur le sujet. Et en fait, c'est assez marrant de se dire que le turnover coûte super cher parce que bah, trouver des gens, c'est compliqué, les former, ça prend du temps. Et pourtant, bah, il y a pas mal d'entreprises qui font pas grand-chose en termes d'onboarding, c'est-à-dire que c'est bon, bah, rejoins l'équipe et puis vas-y, hein, mets les mains dans le cambouis, on verra. C'est comme ça que tu vas apprendre. Et finalement, bah, quand je dois m'approprier une base de connaissances, voilà, enfin, et des bonnes pratiques au sein de l'entreprise, bah, comment je fais? Est-ce que j'ai des personnes qui vont m'aider? Est-ce que j'ai de la documentation quelque part pour m'aider? Et ça, bah, finalement, c'est un risque de perte de connaissances, quoi. C'est-à-dire que dans mon équipe, où on fait des choses de manière très informelle, si on pérennise pas des bonnes pratiques quelque part, bah, potentiellement, des gens vont changer d'équipe, vont changer de projet, vont quitter l'entreprise même. La connaissance, petit à petit, elle va se perdre, quoi. Ou pire, elle va se transformer, elle va être réinterprétée, etc., quoi. Donc, par rapport à tous ces problèmes de turnover aujourd'hui, on a besoin d'avoir des mécanismes pour fiabiliser, pérenniser tout un ensemble de bonnes pratiques et pour les rendre aussi accessibles facilement à quelqu'un qui rejoint une équipe. Du coup, aussi, une approche qu'on voit souvent, c'est d'utiliser des supports de wiki, par exemple, pour gérer la documentation. Donc ça, c'est typiquement, moi, je rejoins une équipe, on va me dire, bah, tiens, tu as plein de docs sur Notion ou un Confluence ou ce que vous voulez comme outil, ou même à tout moment, voilà, moi, j'ai envie de me former sur le CSS chez Softeam, c'est quoi vos bonnes pratiques? Bah, peut-être qu'il y a des choses dans le wiki, quoi. Ça, on se rend compte aussi, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé, c'est des initiatives qui demandent beaucoup de rigueur. Et donc, c'est pas forcément évident d'avoir vraiment des bases de connaissances qui soient bien documentées, qui soient à jour. Et il y a souvent malheureusement cet écueil du wiki qui n'est pas à jour, quoi. C'est-à-dire quelqu'un s'est motivé il y a quelques temps pour écrire quelques bonnes pratiques, quelques guidelines. Et puis ensuite, bah, c'est un peu tombé à l'abandon parce qu'on n'a pas vraiment été organisé sur le process de comment est-ce qu'on maintenait cette documentation. Et du coup, bah, les gens, ils ont oublié que la documentation existe, quoi. Et même des fois, enfin voilà, tout simplement, cette doc perd en valeur dans le temps et elle est plus maintenue. Alors, attention, hein, il y a différents types de documentation. Ce que j'explique ici, c'est qu'il y a de la documentation je crois qu'on appelle ça de l'evergreen, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours vrai, c'est-à-dire un tuto, comment tu installes, guide sur ta machine. Bon, ça change pas trop, quoi. Nos guidelines, nos best practices sur un langage, un framework, c'est des choses qui vont évoluer, quoi. Et donc, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on maintient ce référentiel et comment finalement la connaissance va être diffusée, quoi. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir quelqu'un qui passe beaucoup de temps, qui consacre beaucoup d'énergie à mettre à jour le wiki, sauf que derrière, bah, finalement, si les gens vont pas forcément le lire ou n'ont pas un moyen facile d'aller chercher l'information, bah, c'est de la connaissance qui circule pas, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, tout ça pour dire, si je résume un peu, notre learning culture dans une organisation, c'est hyper important, ça favorise l'amélioration continue, c'est des choses que les développeurs et développeuses apprécient aujourd'hui, c'est de rejoindre une entreprise où on peut se former, on peut apprendre des choses. Il y a quand même aussi un côté interaction sociale qui est hyper enrichissant. On sait qu'il y a des pratiques d'ingénierie qui existent pour travailler ensemble, se former, apprendre des autres qui sont hyper intéressantes. Il y a des formats plus communautaires, des initiatives en termes de partage au sein de l'organisation qui existent aussi, des communautés de pratique, des BBL, ce genre de choses. Et donc tout ça, c'est ce qui va nous aider aussi à favoriser, je dirais, l'ancrage d'une culture
du partage de connaissances dans les organisations. Et finalement, dans ce contexte-là, ce que j'explique aussi, c'est qu'on a quand même malgré tout des éléments d'amélioration sur la manière dont on entretient cette base de connaissances, de bonnes pratiques, au-delà de l'aspect informel, et comment est-ce qu'on la rend plus facilement accessible, visible aussi dans une démarche d'inner source, quoi. Et ça, c'est typiquement, nous, ce qu'on fait chez Promise. Donc là, je vais passer après, hein, vous rassurez-vous, à la partie démo, on va voir un peu plus de choses en mouvement. Mais en fait, l'idée qu'on ait avec Promise, hein, juste en mini intro, c'est de se dire, pour la partie création du référentiel, on va faire en sorte que l'ensemble des équipes, ou en tout cas voilà, équipe par équipe, soient impliquées dans cette démarche de création de la base de connaissances, que ce soit facile à faire et que s'il y ait des moyens simples aussi pour pouvoir décider ensemble de nos bonnes pratiques à suivre. Parce que si chacun écrit des bonnes pratiques dans son coin, on retourne dans le problème qu'on a évoqué avant. Donc, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde en fait voit la connaissance et connaissance de finalement ce qui va rentrer dans le référentiel. Et puis, comment est-ce qu'on peut amener cette connaissance aux développeurs et développeuses. Et donc, on va voir qu'on a mis en place des mécanismes de suggestion automatique qui nous aident à savoir si on suit nos propres bonnes pratiques. Voilà. Et on a aussi, ça c'est quelque chose qui est sorti il y a quelques semaines, c'est tout frais, des formats interactifs pour s'approprier la base de connaissances à travers des ateliers, découvertes on appelait ça, où l'idée c'est d'aller valoriser votre base de connaissances pour en faire un outil d'apprentissage. Donc c'est Promise, c'est la plateforme c'est la solution qu'on développe et c'est ce que je vais vous présenter désormais. Donc Promise, c'est en fait, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une application web, ce que je vous montre ici, mais c'est aussi des plugins pour quasiment tous les IDE du marché, les principaux, donc toute la suite JetBrains, VS Code, Visual Studio et également Eclipse, et également des plugins pour navigateur. Donc ça, c'est les plugins vraiment qu'on va utiliser au quotidien et la plateforme va être là à des moments plus ponctuels. Et c'est un outil qui existe en 100% cloud et 100% on-premise aussi. Voilà. Donc, s'il y a des histoires de confidentialité, il n'y a pas de problème, tout reste chez vous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Promise? Donc là, imaginez, on met en place Promise dans une équipe chez Softeam. Qu'est-ce qui se passe? Vous démarrez, vous avez un référentiel à construire, c'est-à-dire vous avez votre espace. Généralement, on a des espaces par équipe. Voilà, par équipe projet qui travaillent ensemble au quotidien. Et on va avoir des espaces plus transverses, plus communautaires, par exemple un espace Java, un espace React. Voilà. On peut appartenir à autant de l'espace qu'on veut. Là, imaginez, je fais partie de mon équipe qui s'appelle Marketplace Web. Voilà. Je suis dans un contexte e-commerce. Donc dans Promise, je disais qu'on a des plugins. Donc là, je vais prendre l'exemple sous IntelliJ, mais tous les cas d'usage sont les mêmes sur tous les IDE. Hein. Donc il ne faut pas se formaliser si ce n'est pas du IntelliJ que vous faites. Le plugin, qu'est-ce qu'il permet? Ce plugin, il permet déjà d'avoir à disposition notre base de connaissances. Notre base de connaissances, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques dans Promise, il faut garder en tête que ça va être un nom qui va essayer de mettre en avant qu'est-ce que serait la bonne pratique à suivre. Une description, quand on a pris le temps, pas comme moi ici, voilà, de mettre quelques descriptions, quelques liens, voilà, un détail pour expliquer ce que c'est. Et on va avoir tout un ensemble d'exemples positifs, négatifs. Donc, c'est ce qu'on appelle des exemples et des contre-exemples. Voilà. Un exemple positif, c'est quelque chose qui illustre la bonne pratique quand elle est suivie. Et un exemple négatif, c'est plutôt une pratique qui, à l'inverse, n'illustre pas la bonne pratique suivie. Donc, c'est un peu les do, don't, good, bad, voilà, qu'on voit parfois sur certains articles de blog. Et ça, c'est des choses en fait qui sont issues de votre propre code, puisque c'est des choses que vous allez remonter en fait, voilà, grâce au plugin. Donc, tout est intégré en fait dans les outils que vous utilisez. Et donc, l'idée, c'est quand je suis en train de développer au quotidien, je vais parfois tomber sur du code qui, selon moi, voilà, reflète une bonne pratique qui a été suivie ou à l'inverse qui n'a pas été suivie. Et ça, que ce soit quelque chose de nouveau, que ce soit quelque chose d'établi, il faut toujours se dire que de toute manière, une base de connaissances, ça va servir pas uniquement à moi et aux personnes qui sont là maintenant, mais aussi aux personnes qui vont arriver demain. Donc quelque chose qui vous paraît évident pour vous n'est pas forcément pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de pouvoir assez facilement capturer comme ça des morceaux de code en disant, tiens, selon moi, là, il y a une bonne pratique suivie ou non. Sur des sujets aussi variés que des langages de programmation, des frameworks, de la sécurité, du Green IT, tous les sujets qui vous intéressent, du Terraform, du Dockerfile, du BDD, du Gherkin. Voilà. Derrière, nous, on fonctionne sur n'importe quel type de fichier textuel, hein, donc vous êtes vraiment assez libre pour créer
des bonnes pratiques sur les domaines qui vous intéressent. Là, ici, je prends un exemple, c'est sur du code JavaScript. Je me rends compte ici, alors je ne sais pas si vous faites un peu de JavaScript, peut-être vous connaissez le mécanisme de promise.all qui permet d'envoyer des requêtes en parallèle. Là, imaginez, moi, je viens d'arriver sur ce projet et je vois ce bout de code et je me dis, bah tiens, c'est marrant parce que cette boucle for fait plein d'appels de manière séquentielle avec ce mot-clé await qui fait que l'appel est bloquant. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'on pourrait en fait gagner un peu en performance en envoyant toutes les requêtes en parallèle. Voilà. Je suis pas forcément sûr de moi, mais j'ai quand même envie de le proposer à mon équipe. Parce que je sais qu'à un moment donné, on va être ensemble pour en discuter. Voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Je suis pas obligé de déranger tout le monde. Là, on est tous en train de faire des choses. Je vais capturer ce moment, je vais capturer ce code et je vais l'envoyer dans Promise. Et donc l'idée, c'est quoi? Je vais prendre le bout de code qui m'intéresse. Donc là, ici, je suis sur un exemple plutôt négatif, hein, d'accord? Parce que je considère qu'il y a une bonne pratique qui n'a pas été suivie. Je fais clic droit, Promise, une fois que j'ai installé le plugin, Identify Practice. Et là, il me dit, est-ce que tu veux enrichir la documentation d'une pratique existante ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle pratique? Dans mon cas, c'est plutôt une nouvelle pratique. Je l'envoie à Marketplace Web, qui est mon espace, et je vais l'appeler ici ma pratique, use promise.all should be used for parallel calls. Ok, je vais mettre deux petits mots-clés, performance, JS, allez, hop, comme ça. Je documente un peu, ça c'est important, c'est comme des hashtags, ça permet de catégoriser un peu mieux nos pratiques pour les ranger. Et donc là, je suis plutôt sur du négatif. D'accord? Tac, il y a plus de notif en bas qui me dit ça a été envoyé. Donc là, ça veut dire en fait ce qu'a fait le plugin, c'est qu'il a envoyé le snippet, il a envoyé le fichier, il a identifié la zone que vous aviez taguée. Et il a dit, voilà, ça selon moi, selon Cédric, c'est un exemple d'une bonne pratique qui n'a pas été suivie. Maintenant, ce que je peux faire, je peux aller directement corriger ce code si selon moi, il faut vraiment faire du promise.all. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne touchez pas au code, il n'y a pas de problème. Si vous êtes plutôt serein, vous pouvez directement mettre la correction. Donc là, c'est un exemple ici d'utilisation du promise.all. Et puis, pour enrichir la documentation de la pratique, je peux faire un clic droit, Promise, et j'ai une option qui me dit je peux envoyer mes modifications comme la correction de ce que j'ai remonté avant, quoi. Donc, il va faire un diff et mettre en avant la correction. Voilà. Donc ça, cette action, je peux le faire avec du code en positif. Par exemple, je pourrais très bien dire que il faut utiliser ce service TMIS API Service pour faire de la gestion d'erreurs, voilà, pas faire de console.error, ce genre de choses. Donc, on peut identifier du positif, du négatif. Faut pas se dire que c'est quelque chose qu'on fait en continu, hein. Chaque semaine, si moi, en tant que développeur, je le fais 2 à 3 fois, c'est largement suffisant. Des fois, je fais moins, des fois, je fais plus. Et tout dépend qu'est-ce que j'ai à dire, hein. C'est le principe d'une base de connaissances, hein. Votre Notion, on n'est pas tous les jours dessus pour se dire, mince, il faut que j'écrive un truc. Non, des fois, on a des choses à dire, des fois, non, quoi. C'est pas grave. Et ça va assez vite, hein. Là, je vous l'ai montré, j'ai parlé en même temps, mais notez bien que ça prend vraiment 20-30 secondes juste d'aller prendre ce bout de code et l'envoyer, quoi. Voilà. Et pas le mettre sur un Teams où les gens ne sont pas concentrés, on n'aura pas vraiment le temps d'en discuter. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec le plugin IDE. Nos plugins Chrome, Firefox, en fait, ils viennent s'interfacer avec GitHub, GitLab, Azure DevOps et Bitbucket pour pouvoir en fait enrichir votre expérience lors des revues de code. Là, le principe, c'est un peu le même. Typiquement, je suis en train de relire du code et j'allais mettre un commentaire pour dire, tiens, là, selon moi, il y a un truc qu'il faudrait corriger. Dans mon cas ici, c'est un contrôleur AngularJS et on utilise directement ici le framework Moment. Si vous faites un peu de JS, vous le connaissez sûrement, qui permet de gérer, de faire de la manipulation de date. Et en fait, là, je vois ici qu'on l'appelle directement dans le contrôleur. Alors, en soi, on pourrait se dire, OK, ça marche, ça fait le boulot, sauf qu'en fait, il faut savoir que sur notre projet, on a défini un service qui s'appelle Date Service, tout simplement, et donc c'est là-dedans qu'on vient encapsuler toute la gestion de Moment. Et probablement, la personne qui a écrit le code ne le savait pas. Donc là, ici, en fait, je pourrais, je vais mettre mon commentaire use date service, de date formatter service to manipulate date. Voilà. Et ce que je vais faire habituellement, c'est juste mettre le commentaire. Et là, en fait, grâce au plugin Chrome, je vais avoir ce bouton qui me permet d'en créer en fait une pratique promise. C'est-à-dire, il va prendre le bout de code associé et il va dire, tiens, ça, je vais en faire une connaissance, quoi. Donc, je vais capitaliser sur ce que je suis en train de dire et ça me permettra de le montrer au reste de l'équipe. Donc là, dans le même esprit, voilà, Marketplace Web, je mets une catégorie date, etc. Et donc là, je suis plutôt sur un exemple négatif. Et je continue un revue de code. Donc en fait,
on cherche pas à casser le flot de développement. Voilà, je développe un truc, j'ai une connaissance à créer, à pousser, hop, j'identifie, je reviens sur mon code. La revue de code, c'est pareil, je fais ma revue, je continue, là, je passe au code suivant. Je suis pas allé dans un autre outil pour créer un truc, quoi. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc ça, c'est des contributions qui sont de manière asynchrone. Donc dans chaque espace Promise, on va avoir tout simplement des connaissances qui vont arriver. Et puis l'idée, en fait, avec la plateforme web et avec le reste de mon équipe ou de ma communauté de pratique, c'est de se réunir de temps en temps pour des formats qu'on appelle des ateliers craft dans le jargon. Donc en référence au software Craftmanship, hein, si vous connaissez, c'est cette mouvance autour de l'artisanat logiciel qui promeut des valeurs de partage, d'amélioration continue, de recherche d'excellence aussi dans le métier de développeur logiciel. Donc on a simplement repris le terme. L'idée de cet atelier, c'est ni plus ni moins qu'un échange collectif où vous allez être en fait tous ensemble. Donc voilà, une visio, ce que vous voulez, hein, c'est une réunion somme toute classique. Juste quelqu'un vient partager son écran. Et donc on va arriver sur cette interface-là, et donc ça nous dit voilà que actuellement dans mon atelier, parce qu'on a toujours un atelier en cours, dans mon atelier j'ai voilà tant de pratiques qui sont remontées. Donc là, je vois ici mes 2 propositions, je vois celles d'autres personnes qui ont été faites. Et cet atelier, il va venir s'établir de manière régulière. Nous, chez Promise, on le fait chaque semaine depuis 2 ans, c'est normal, c'est notre outil. Et malgré tout, on trouve que ça apporte une plus-value quand même. La plupart de nos clients sont plutôt sur des rythmes en fonction des itérations, des sprints, ce genre de choses, donc toutes les 2 à 3 semaines en général. Voilà. Mais le but, c'est vraiment de se dire, on va ritualiser ça à un moment donné et on va pouvoir avoir un échange consacré à de l'amélioration continue de pratique. Et donc l'atelier, en fait, comment ça se passe? C'est simplement passer en revue l'ensemble des contributions qui ont été faites, une par une, et de laisser la possibilité à chaque personne qui a contribué de proposer son point de vue. Donc là, moi, Bob, je m'appelle Bob, mais bon, voilà, imagine, là c'est moi, je vais expliquer au reste de l'équipe que dans ce contexte, je pense qu'il y a un problème, on pourrait améliorer des choses par rapport à la performance, parce que les appels sont indépendants, etc., etc. Ok. Et donc là, ensuite, on vient en discuter en équipe, quoi. Presque, on fait un tour de table. Enfin voilà, on discute. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette bonne pratique? Euh, et après quelques minutes de discussion, soit on décide de la valider pour se dire, ok, cette contribution, on la prend. Soit on modifie un peu le nom, la description, on en profite voilà, pour documenter un peu la pratique. Soit on la refuse, soit on la lance en battle. Battle, c'est une manière de dire, bon, on n'est pas tout à fait prêt pour statuer définitivement, on va se laisser encore 2-3 semaines et chaque personne pourra voter ou mettre des arguments sur la pratique. Voilà, ça laisse un peu de temps de réflexion. Parfois, on amène un sujet, on n'est pas forcément préparé. Mais là, voilà, je vois le bout de code comme vous voyez, je vois la correction que j'ai proposée. Donc là, j'ai tous les éléments pour présenter mon point de vue en fait au reste de l'équipe. Donc là, c'est là que finalement on apprend des autres, chacun partage son point de vue, et le but c'est qu'on prenne une décision d'ordre technique sur le projet, quoi. Voilà. Et voilà, on a parfois des points de vue différents, mais là justement, on essaie de se mettre d'accord. Et c'est pour ça que toute contribution est bonne à prendre, parce que chaque contribution va être soumise à relecture collective. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment aborder tous les sujets, même si on n'est pas sûr de soi. Même des fois, il y a des gens qui proposent pas vraiment des pratiques, mais qui voient un bout de code où ils disent je suis pas vraiment sûr, ou même j'ai une question, enfin, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et de se dire, cet atelier qui va durer généralement 1 heure max, parfois un peu moins, parfois un peu plus, comme vous voulez, mais c'est vraiment un temps d'échange où on fait le focus voilà, sur tout un ensemble de sujets autour des bonnes pratiques. Donc ça, voilà, on fait ça en continu. Si vous voyez, vous avez 8 pratiques à revoir. Si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave, hein, c'est une fuite d'attente, hein, et pour la prochaine fois, vous pourrez en discuter, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est plus d'avoir cette démarche de le faire en continu, quoi. Vous pouvez le faire un peu chaque semaine, 20 minutes, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment un rythme à trouver. Donc ça, c'est ce qui me permet de valider de la connaissance en équipe. J'ai ensuite des modules qui me permettent de voir, dans une démarche aussi d'inner source, les pratiques des autres équipes. Donc là, imaginez, j'ai d'autres équipes qui font du React comme moi. Tiens, ça m'intéresse de voir quelles sont leurs bonnes pratiques qu'ils ont créées pour pouvoir éventuellement les récupérer. Ça me permet de dire, tiens, moi j'aime bien leur manière de faire, je prends. Ou peut-être de commenter ou de leur dire non, attention, faites pas comme ça, nous on a déjà fait, ça présente des risques. Voilà. En tout cas, ça amène de la visibilité, de la transparence et ça amène des interactions et donc ça amène forcément du transfert de connaissances et d'expertise et c'est là aussi que c'est intéressant.
Donc, en gros, on se crée des connaissances dans notre espace et on peut voir les pratiques de notre espace. Voilà. Et ça, ben aussi, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a créé des pratiques dans Promise, on a la possibilité en fait de configurer un algorithme de suggestion automatique qui va en gros fonctionner avec un système d'expression régulière aujourd'hui. On essaie de travailler sur d'autres systèmes voilà, qui soient assez user-friendly, quoi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vous faire écrire des requêtes ultra complexes. Non, il faut qu'il y ait quand même des choses simples. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, voilà, je vais créer des bonnes pratiques à moi dans mon contexte et Promise va m'aider à les suivre en retour. Et ça, bah, c'est ce qu'on va avoir en fait à la fois dans l'IDE et dans les revues de code. Donc là, si je valide ma pratique ici, hop, et que je vais valider ma seconde pratique ici, voilà, désormais, en fait, quand je vais revenir hop, sur cette page, si j'ai un petit peu de chance et que je me suis bien débrouillé, voilà, ici, je vais avoir la petite fusée qui apparaît. Donc, il me dit, bah là, je te suggère une pratique et j'ai la possibilité d'ajouter en fait un commentaire automatiquement avec le nom de la pratique. Voilà, et le lien qui permet à la personne de voir plus de détails sur la pratique. Et dans l'IDE, bah, c'est le même principe, hein. Voilà, si ça, je vais la voir. Si je reviens, bon, faut que je revienne plutôt à l'état d'avant. Ouais, ça va, on va avoir une petite fusée normalement qui apparaît, ouais, vous voyez ici. Ouais. Donc là, ça, les suggestions automatiques, ça permet en fait d'avoir une boucle complète de, bah, moi, c'est vrai qu'en tant que développeur, avec mon équipe, on crée de la connaissance dans Promise et cette connaissance, elle vient à nous à travers des suggestions automatiques. Voilà. Dernier point, je voulais vous montrer en termes de démarche d'inner source, d'onboarding aussi. Donc ça, c'est le module dont je vous ai parlé qui est pensé à la fois pour l'onboarding, mais aussi pour de l'apprentissage en continu. C'est ce qu'on appelle les ateliers de découverte. Ou en fait, un atelier de découverte, c'est quoi? C'est que vous allez créer en fait ce qu'on va appeler des exercices. Bon, c'est une façon de parler, mais c'est plus des challenges où en fait vous allez piocher dans votre base de connaissances. Donc prenez par exemple, là, je vais prendre mes deux pratiques que j'ai créées. Donc là, vous voyez ici, hein, j'ai la possibilité d'en sélectionner quelques-unes. Donc là, vous pouvez faire des ateliers thématiques, le top 10 de vos pratiques en React, en architecture, en sécu, ce que vous voulez. OK. Donc je prends les pratiques qui m'intéressent. Je vais le nommer. Hop, ouais, je vais le mettre en best practice, on s'en fiche. Et là, je vais sélectionner les exemples et les contre-exemples que je veux. C'est-à-dire que là, vraiment, on vient prendre vos exemples, ce que vous avez alimenté. Et le but après, ça va être d'en faire un exercice. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Donc là, je prends mes deux contre-exemples et j'ai créé l'exercice. Maintenant, imaginez quelqu'un rejoint l'équipe. Qu'est-ce qu'il va faire, cette personne? En faisant l'exercice, on va retrouver donc toute la base de code, là, vous voyez ici. Donc, j'ai mes deux fichiers parce que j'ai sélectionné mes deux pratiques. Et à droite, il m'explique que quelque part dans le code, il y a cette pratique promise.all qui n'a pas été suivie. C'est du négatif. Donc, pareil ici, date formatter service qui n'a pas été suivi. L'objectif étant pour moi d'aller chercher dans le code, tiens, à quel endroit potentiellement ce promise.all n'a pas été suivi. Voilà. Donc là, bon, forcément, je devrais y arriver. Donc voilà, l'idée, c'est de sélectionner un bout de code, de mettre une zone qui va bien. Voilà. Donc ça peut être utile. Donc comme je le disais en termes d'onboarding, ça peut être utile, mine de rien, quand dans une démarche, voilà, de learning, enfin continuous learning, quoi, parce que des fois, on se remet un peu à niveau sur des sujets, sur la base de connaissances, des pratiques qu'on a créées il y a 6 mois, 7 mois, ça permet aussi de voir si on est toujours capable de les identifier. Il y a des personnes qui nous disent que peut-être elles s'en serviront lors d'entretiens techniques, d'embauche. Bon, voilà, ça, on se positionne pas forcément là-dessus, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, vous avez de la connaissance en interne et on peut en faire quelque chose d'assez intéressant. Et après, donc, j'ai la correction qui me dit, est-ce que j'ai été plutôt bon ou pas? Donc là, il me dit, voilà, ça, j'ai bien trouvé. Par contre, là, ici, voilà, j'ai pas trouvé forcément puisque je l'ai pas tagué, quoi. Voilà. Et donc, ça me permet ensuite d'avoir la liste de qui a fait l'exercice, quand, etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est aussi assez intéressant quand on commence à créer pas mal de pratiques, de faire des ateliers un peu thématiques pour aller, voilà, de temps en temps aussi les faire et se consolider notre appropriation de la base de connaissances. Voilà, bon, j'ai terminé mon petit tour d'horizon de Promise. Comme ça nous laisse voilà, une dizaine de minutes pour échanger. J'espère que voilà, ça a été plutôt clair, que vous avez trouvé le sujet intéressant. S'il y a des éléments par rapport à ça, que vous voulez discuter par rapport à ce que vous faites en interne chez Softeam, allons-y. Enfin, voilà, je prends tout type de discussion, de remarques, de commentaires.
déjà super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Pour les questions, alors moi j'en ai une. On a déjà parlé un petit peu, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Parce que moi, l'outil m'intéresse, mais comme tu le sais, on est une ESN, on est des prestats, placés chez le client. Donc finalement, la douloureuse et tout ce qui va concerner la tarification du produit, ça se passe comment? Alors, la tarification du produit, en fait, on a un modèle assez simple. C'est un modèle de licensing par utilisateur. Donc, voilà, typiquement, c'est de l'abonnement généralement annuel ou mensuel pour les personnes qui veulent être sur le cloud. Et il y a une tarification qui est autour de 20 euros par mois par utilisateur, suivant qu'on est on-premise ou cloud. Et puis, un client qui veut démarrer avec nous, bah, généralement, prend un package avec 50, 100 licences sur l'année. Donc, c'est voilà, une tarification assez simple sur laquelle on inclut également en complément un peu d'accompagnement, d'onboarding sur la mise en place, la formation des équipes sur des sessions voilà, qui durent 1 heure. Et par rapport à un point que tu évoquais tout à l'heure, en fait, nous, les partenariats avec les ESN, c'est quelque chose d'assez fréquent. On a quelques ESN avec qui on a même d'un point de vue économique, des contrats d'apport d'affaires, ce genre de choses. Et en fait, tout va dépendre de l'organisation, mais nous, ça peut très bien arriver que certaines ESN ont l'outil en interne pour se faire un peu la main, mais pas forcément l'utiliser au quotidien, parce que finalement, c'est plutôt dans le contexte client que ça ferait sens. Mais c'est important pour nous qu'elles sachent utiliser l'outil pour en parler, éventuellement le déployer, le poker si besoin chez le client. Voilà, enfin, nous, travailler avec des ESN, c'est quelque chose dont on a assez l'habitude, et parce que bien souvent, il y a cette démarche aussi d'amener une solution innovante à une problématique que peut avoir le client qui est assez intéressante aussi à mettre en avant. Donc, enfin, voilà, nous, puis même avec certaines ESN, nous, on peut avoir très bien des gens qui sont formés à Promise, et si on estime qu'ils sont assez bien formés, ils peuvent très bien aussi déployer l'outil en interne, assurer l'onboarding. Enfin, nous, on est voilà, complètement flexible aussi sur ces modèles-là. Généralement, ça reste nous qui contractualisons en direct avec le client, mais après, voilà, le SN peut vraiment trouver sa place. Tout dépend du niveau d'implication qu'elle veut avoir sur ce genre de projet, quoi. Ok, top. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas d'ailleurs Moi, à activer le micro hein, pour poser des questions. je rebondis sur la même question que Thomas. Et si nous, par exemple, on veut se familiariser avec l'outil en Oui. dehors de tout ce qui est contractuel, est-ce qu'il y a des moyens de le faire ou que ça se passe Oui. comment on va pas attendre que le client... Moi, je suis tout à fait d'accord avec Thomas. C'est un outil ultra intéressant même Merci. vraiment... Parce qu'on travaille avec GitHub, ce que tu disais, ça reflète la réalité parce qu'à chaque fois, il faut refaire les choses restent entre nous, toujours entre deux personnes, et puis rien n'est capitalisé. Là, je trouve ça vraiment très, très bien. Bah, merci. Et effectivement, oui, je ne l'ai pas précisé, on a une version gratuite, une version d'essai. Alors aujourd'hui, sur notre cloud, vous avez par défaut 30 jours gratuits. Bon, c'est en train de changer, mais c'est un peu équivalent. En fait, on va avoir un système freemium où vous allez pouvoir, soit sur le cloud et soit simplement en lançant le conteneur Docker Promise qui sera mis à jour là, dans quelques jours, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre de pratiques que vous pouvez créer. Bon, 15, 20, on n'a pas encore défini, mais bon, voilà. En gros, c'est assez simple aujourd'hui, là même à l'instant T. Si vous voulez tester Promise cet après-midi, voilà, vous pouvez. Voilà. Nous, de toute manière, on sait que des gens qui vont utiliser notre produit vont le faire parce qu'ils voilà, ils ont pu tester, ils ont pu percevoir la valeur. Donc pour nous, c'est important de faciliter l'accès à ça. Donc que ce soit du cloud ou du on-premise, si vous voulez tester, ça va durer généralement voilà, un mois et demi, c'est le temps qu'il faut pour suivant votre dynamique. Mais ça va suffire généralement pour vous faire un avis et pour pouvoir en parler derrière aussi facilement peut-être à des clients et voir même si vous souhaitez le garder en interne. Mais oui, en tout cas, il y a des facilités. Ouais. Okay. Baridine, prends la main. Sinon, moi, je sais pas. Moi, je voudrais bien expliquer aussi nos problématiques. Je suis Arnaud. En fait, je suis coach agile, je suis pas du tout technique. Okay. Et pour le coup, j'ai un client, j'ai une problématique, c'est que justement sur les reviews de code et les bonnes pratiques,
il y a une sorte de noyau dur de sachants qui détient un peu tout ça chez le client. Et ils ont du mal, ils ont pas de temps, peu de temps à diffuser les bonnes pratiques. Et du coup, en gros, voilà, ils sont un peu transverses à toutes les équipes. Ils font les revues de code. Ils font pas mal de choses justement qui sont critiques pour le flow entre guillemets du développement en cours des sprints. Et le problème, c'est que maintenant, on arrive à une certaine limite. Il y a peu de scalabilité finalement, puisqu'ils ont du mal à diffuser. Et en même temps, ils sont un peu centraux sur plein de pratiques, en tout cas en particulier sur la revue de code. Et je pense que du coup, cet outil serait super intéressant justement pour petit à petit un peu désengorger cette équipe-là. Et finalement, voilà, c'est gagner en scalabilité en donnant plus d'autonomie aux équipes sur ces aspects-là. Et ça, je pense que c'est un super relais. Bravo en tout cas, moi je trouve l'outil Merci. super. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est parce que là, je suis venu tout seul et j'aimerais un peu diffuser ça sur les lead dev et peut-être même à certains managers. Est-ce qu'on aura... J'ai vu qu'il y avait un enregistrement. J'aimerais bien récupérer l'enregistrement Mais oui, et le Arnaud, doc. il n'y a pas de Voilà. problème, on avait déjà demandé. Et alors, je sais pas si tu es. Alors, je suis désolé. Comme on a beaucoup grossi, je ne connais plus tout le monde. T'es Soft Team, t'es Doka? Soft Team. Alors, dans ce cas-là, alors je vais le redire pour ceux qui ne le savent pas, au cas où, surtout s'ils sont arrivés dernièrement. On a une chaîne YouTube et on publie quasi systématiquement. Dès qu'on a l'accord du speaker, ce qu'on a déjà demandé à Cédric, pour le coup, c'est oui, on va publier la vidéo sur notre chaîne YouTube, donc elle sera accessible publiquement. Parfait. Super. Merci. On a Merci en également tout une cas question pour de ces notes. Baredine qui nous demande, alors peut-être qu'il peut pas prendre la parole, il est peut-être chez le client, donc il nous dit Ouais. bonjour, comment sont stockées toutes les données liées à l'utilisation de Promise? Alors, sur notre version 100% cloud, c'est des données qui sont hébergées donc, chez un provider français qui s'appelle Clever Cloud. Voilà, donc, tout est stocké en France. Sous la version on-premise, derrière, en fait, les données sont stockées dans un MongoDB. Voilà, on va en parler. C'est pas du big data, hein, c'est juste une base Mongo classique, ça suffit. Et c'est quelque chose que vous avez chez vous, quoi. Donc voilà, quand vous le déployez, vous avez un Mongo chez vous quelque part. Vous êtes totalement en maîtrise sur l'utilisation de Promise et des données. Tout reste en interne et on fonctionne tout à fait en réseau qui sont complètement fermés, quoi. Les plugins vont se connecter à l'instance Promise chez vous. Donc on a les deux modèles, quoi, qui sont compatibles. J'ai deux petites questions, Ricardo, de Nantes. Sur la partie GitLab, est-ce que j'ai raté peut-être un truc, mais est-ce que c'était un plugin navigateur qui serait fait dessus ou c'était un plugin à Oui, installer? Est-ce qu'on a besoin d'avoir la main? Ouais, non, justement, c'est vraiment un plugin navigateur qui vient en gros capter que tu es sur GitLab et qui vient enrichir la page. Donc en fait, on ne touche pas à l'installation GitLab. C'est cool, ça nous évite des problèmes. Et sur la gestion des droits des utilisateurs, est-ce qu'il y a des droits fins ou c'est très collaboratif, tout le monde a les mêmes Aujourd'hui, droits? c'est très collaboratif. Voilà, il y a pas forcément de permission sur je crée des pratiques, j'en crée pas. Voilà. C'est un modèle jusqu'à présent qui fonctionne plutôt bien. Et voilà. Donc c'est un peu ouvert, mais c'est aussi volontaire de notre part pour jamais faire passer le message que c'est un sujet qui doit concerner que quelques personnes. Et voilà. Enfin, nous, on aime bien se dire que tout le monde doit se sentir à l'aise pour proposer, contribuer des choses. D'accord. Globalement, ça se passe plutôt bien. Et au pire, s'il y a un souci, on fait un backup. Mais globalement, ça va. Enfin, on n'a pas eu besoin d'aller jusque-là aujourd'hui. Ok, merci. Alors, il est 29, on a le temps de prendre une dernière question peut-être avant le mot de la fin. Il y a une main levée. Je la vois pas, mais il y a une main levée. Ah, il y a une... Ah bah je la vois pas non plus. Enfin, je la vois, mais C'est moi, c'est Ah moi. oui, c'est C'est Nafia. toi. Du coup, C'est Nafia, ok. dernière question, c'est moi qui va en bénéficier. Est-ce que vous avez un référentiel, par exemple, déjà, je sais que c'est très... Il y a des choses, par exemple, si on parle de plateforme React ou Java, est-ce que vous avez déjà alimenté par vous-même des référentiels de Ah bah, règles, c'est par une exemple? très très bonne question parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'en Oui, parler. c'est ce En que fait, j'allais te dire. C'est ce que ça aurait été mon mot de la fin en fait. ouais, bah en Bah, fait, Si t'as pas oublié un ça petit on tombe quelque lance, bien chose. alors. on lance en fait ouais, on avait parlé en plus. En fait, on l'a
pas encore là, officialisé à 100%, mais on a un hub communautaire de bonnes pratiques qui a pour but en fait de permettre, avec des pratiques qu'on a créées dans Promise, de sortir, de ne pas faire de l'inner source pour le coup, mais plus de l'open source. C'est-à-dire demain, vous voulez mettre en avant des best practices soft team de Capos, voilà, vous pouvez les mettre sur le hub, ça permet voilà, de contribuer, de voir un peu comment vous codez chez vous, enfin comment vous codez. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on alimente, on a un petit réseau de contributeurs et nous, on le fait en interne pour lancer le hub avec un peu de matière. Voilà. Dès qu'on estime que c'est suffisamment prêt, et même pour être transparent, notre objectif, c'est fin juin de communiquer début juillet, donc ça va arriver assez vite. On va avoir voilà, quelques pratiques qui seront là. Donc nous, on va essayer de l'enrichir par nous-mêmes, et après, on va essayer voilà, d'avoir une vision communautaire, hein, parce que là-dessus, vous pouvez voter, mettre des commentaires, ce genre de choses. Donc, on essaye d'avoir plus de proposer de la matière. Et par rapport à ce que tu dis, en fait, nous, on ne cherche pas forcément à dire telle école est mieux qu'une autre. Alors, même en React, OK, il y a des bonnes pratiques, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord, etc. Donc, nous, on veut plus être un support pour faciliter les échanges. Il y aura peut-être deux pratiques qui seront opposées sur le hub par deux personnes différentes. Bah, très bien, moi je trouve que ça amène de l'ouverture d'esprit et ça, après, ça reste toujours en fait vous qui êtes maître de ce que vous voulez faire, mais le hub sera là pour vous donner aussi des idées, trouver de l'inspiration. Donc ça pour la fin du mois, ce sera en ligne. Et ce sera un truc open source, c'est ça? Voilà, pour l'instant, on démarre à quelque chose. Enfin, là, l'URL, elle est publique. Pour l'instant, c'est public. Ouais. Enfin, pour l'instant, voilà, on démarre avec un modèle public accessible à tout le monde. Alors, déjà, il y a 145 practices. Ouais, c'est ça. Ça commence un peu à se remplir. Bon, ce sera sur bestcodingpractices.dev. Voilà, vous aurez certainement l'info si vous. Mais voilà. Toute dernière question. Oui, on a Marie-Denis qui nous demande combien d'employés? On est une dizaine aujourd'hui. On est une dizaine et principalement équipée basée à Bordeaux pour une grande majorité. Okay. On a quelques personnes en remote aussi. Mais on se déplace facilement. On vient régulièrement sur Paris notamment. Ok. Bah écoute, super, très bien. 33, donc on n'a même pas trop dépassé, c'est top. Ouais, c'est bien. Écoute, on va encore te remercier, et puis on va voir, hein, ça a eu pas mal de succès, donc peut-être même refaire un bis ou te faire peut-être même réintervenir une prochaine fois. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, bien sûr, c'est ce que je voulais préciser par rapport à l'intervention d'Arnaud, s'il y a besoin, si c'est pertinent que je fasse un peu le même exercice sur de démos, voilà, peut-être justement pour entrer davantage dans le détail, mais ça, on va pouvoir, je pense, en rediscuter. Ça marche, je vous laisserai en discuter, puis on se tiendra au courant s'il y a des sujets intéressants. Déjà, je vais couper l'enregistrement, et ensuite j'aurai un tout petit dernier mot de la fin, et puis ce sera bon. Ah, parfait.